c'est un monde sauvage et méconnu, unique en Europe. Dernier refuge de rapaces géants, ces décors somptueux abritent de nombreuses espèces rares et protégées. Tout au long de l'année, les changements de couleur induits par les saisons invitent à découvrir ce massif exceptionnel. Au sud-ouest du continent européen, les Pyrénées s'étendent de l'Atlantique à la Méditerranée sur plus de 400 km. Elles forment une barrière naturelle entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. Peu de montagnes offrent une telle variété. Des pentes douces de la côte atlantique aux rives de la Méditerranée, en passant par les hauts sommets des Pyrénées centrales, les paysages grandioses ne manquent pas. Un univers plein de secrets, une terre inconnue au cœur de l'Europe. Le pic d'Aneto, 3404 mètres d'altitude, est le point culminant des Pyrénées. Il domine une chaîne de montagnes qui s'est formée il y a quelques 40 millions d'années. On y rencontre l'un des rapaces les plus rares d'Europe, le gypaète barbu, aussi appelé casseur d'os. Manolo Grassa et Juan Palacete ont fait de leur passion leur métier. Ils travaillent pour le parc national espagnol d'Ordesa dans les Pyrénées centrales et se consacrent à la protection du gypaète barbu. Dans toutes les montagnes d'Europe centrale et méridionale, les hommes ont longtemps chassé l'impressionnant rapace par tous les moyens, armes à feu, poisons ou pièges. Si le gypaète a disparu des Alpes, une petite population a survécu dans les Pyrénées. Le gypaète est un oiseau exceptionnel à plus d'un titre. Avec une envergure pouvant atteindre 2,90 m, il est l'un des plus grands rapaces d'Europe et des plus puissants oiseaux volants au monde. Autre record, sa période de nidification est l'une des plus longues qui soit. 10 mois s'écoulent entre l'automne, où il commence à construire son nid, et l'envol de son petit. 140 couples de gypaètes vivent bien cachés dans les massifs rocheux des Pyrénées. Il est rare qu'on puisse les observer aussi aisément. Il y a 4 ans, Manolo et Juan ont découvert ce nid placé dans une cavité de la falaise. Depuis, ils suivent minutieusement chaque saison de nidification. Les gypaètes barbus, presque toujours monogames, reviennent tous les ans couver au même endroit. À l'âge adulte, les gypaètes se distinguent par leur plumage d'un rouge intense, mais ce qui permet de les identifier sans la moindre hésitation, ce sont les mèches de plumes formant une barbiche noire de part et d'autre des mandibules. Le parc national d'Ordesa et du Mont Perdu en Espagne est l'un des sites les plus spectaculaires des Pyrénées. Ces vallées sauvages rappellent le Grand Canyon des États-Unis. La forte disparition du bouquetin des Pyrénées il y a une vingtaine d'années est essentiellement due au braconnage. Aujourd'hui,
Il subsiste encore des groupes intacts comme celui-ci, dans le centre de l'Espagne et dans les montagnes du Piémont pyrénéen. Et les protecteurs de la biodiversité espèrent parvenir à réintroduire le bouquetin dans les Pyrénées centrales. À l'aise sur les pentes les plus escarpées, les bouquetins semblent invulnérables. La plupart du temps, les femelles et leurs progénitures forment des communautés, tandis que les mâles âgés se regroupent en hardes itinérantes. Mais à l'automne, il en va bien autrement. C'est la période du rut. Les mâles n'ont qu'une idée en tête, trouver des femelles avec lesquelles s'accoupler. Et quand il s'agit de les courser, aucun rocher n'est trop raide, aucune falaise inaccessible. Les mâles les plus entreprenants transmettent ainsi leurs gènes à un grand nombre de femelles, ce qui influe sur l'évolution de l'espèce. Au plus fort de la parade nuptiale, ce mâle dominant claque de la langue et allonge le cou pour s'attirer les grâces de la femelle. Il doit faire preuve d'endurance, car les femelles veulent des mâles forts et en bonne santé. Malgré leur âge avancé, ces deux mâles ne peuvent s'empêcher de s'affronter pour savoir lequel est le plus fort. Le projet de réintroduction des bouquetins prendra de nombreuses années. À cet effet, de nouvelles zones protégées vont être définies, inaccessibles aux chasseurs et aux touristes. Côté français, le pic du Midi culmine à 2900 mètres d'altitude. Son sommet offre une vue grandiose sur la crête principale des Pyrénées et sur les montagnes espagnoles. Au-dessus des zones boisées, on peut observer un animal généralement associé aux Alpes d'où il est originaire. La présence de marmottes dans les Pyrénées est relativement récente. En 1948, un chasseur français en a introduit quelques-unes capturées dans les Alpes pour attirer les aigles royaux. Les marmottes se sont immédiatement adaptées à leur nouvel environnement et ont bientôt colonisé toutes les prairies de haute montagne. Ces sifflements stridents sont un signal d'alarme. Car les grandes ailes qui planent dans les airs pourraient être celles d'un aigle. Mais finalement, ce n'est qu'un gypaète. Les rongeurs n'ont aucune crainte à avoir. Ils ne s'intéressent pas aux animaux vivants. Les marmottes les plus expérimentées ont vite fait de s'apercevoir de la confusion et se remettent en quête de nourriture. Elles vont passer 7 mois à hiberner. Pour survivre à la saison froide, elles auront besoin d'une épaisse couche de graisse. À l'automne, quand les premiers froids s'annoncent, des bancs de brouillard s'étendent sur le massif des Pyrénées.
À l'ouest, dans les alpages les plus élevés, on trouve des chevaux sauvages qui se déplacent librement à travers les montagnes. Les potioks sont de grands poneys, robustes et parfaitement adaptés à la chaleur de l'été, aussi bien qu'aux températures glaciales de l'hiver. Autrefois, ils étaient les piliers de l'économie locale, et leur viande était appréciée des montagnards. Leur qualité de marcheurs tout-terrain leur valait également d'accompagner les contrebandiers sur les chemins détournés qu'ils empruntaient entre la France et l'Espagne. Même si les robustes poneys sont connus pour être particulièrement placides, ils n'aiment pas se laisser attraper. Des sonnailles, passées au cou des juments et des étalons, permettent à leurs propriétaires de les retrouver dans l'immensité de la montagne. La région reculée du Mont Perdu, en Espagne, n'a jamais été très peuplée. Des endroits comme Torla, à l'entrée du parc national d'Ordesa, sont des points de départ idéaux pour entamer des randonnées inoubliables. Des vertigineuses gorges d'Anisclo en Espagne, aux cascades de la vallée de Géret en France, la randonnée dans les Pyrénées permet de contempler la nature dans sa splendeur originelle. Contrairement à de nombreux autres cours d'eau des Pyrénées, le Gave de Géret coule toute l'année. Au Pont d'Espagne, ces cascades offrent un spectacle grandiose. Des eaux tumultueuses qu'apprécient également les simples plongeurs. Ces montagnes où le gypaète barbu a pu survivre sont aussi le dernier refuge d'un autre animal rare et craintif. Aucune autre espèce ne fait l'objet de telles controverses. Dans les Pyrénées, l'ours brun est menacé d'extinction. Il y a 50 ans, on comptait encore au moins 70 individus vivant dans les montagnes. Aujourd'hui, leur nombre est estimé à une dizaine seulement. Et si ici la chasse à l'ours brun est interdite depuis 1972, cela n'a pas suffi à empêcher les chasseurs de part et d'autre de la frontière de continuer à sévir jusqu'à une époque très récente. Aujourd'hui, les ours sont menacés de disparition dans de nombreuses parties d'Europe de l'Ouest. Contrairement aux plantigrades, les vautours fauves, eux, ont la belle vie dans les Pyrénées. Les amateurs peuvent les observer à loisir faire leur ronde dans les airs. Les vautours ne chassent pas les proies vivantes. Ce sont des charognards qui, jour après jour, inspectent systématiquement chaque arête, chaque vallée et chaque alpage. Aucun cadavre ne leur échappe. Et les animaux morts, ce n'est pas ce qui manque ici. Car les Pyrénées abritent plus d'animaux domestiques que n'importe quel autre massif d'Europe, surtout des moutons,
qui viennent depuis toujours paître dans les alpages à la belle saison. Ainsi, au début de la sécheresse estivale, les bergers du centre de l'Espagne parcourent plusieurs centaines de kilomètres en direction du nord pour rejoindre les alpages des Pyrénées. Les vaches qui paissent dans les grasses prairies appartiennent à des races montagnardes. Il y a notamment les aubracs, particulièrement adaptés au rude climat du massif. Leur lait riche et savoureux est particulièrement apprécié pour la fabrication du fromage dans tout l'espace pyrénéen. Les lacs sont légion dans le massif. Qu'ils soient d'origine glaciaire ou artificielle, ils attirent dès le lever du soleil un grand nombre d'oiseaux. Pour les hérons cendrés, les zones marécageuses sont un garde-manger particulièrement attractif. Les chasseurs ailés ont intérêt à se montrer patients. Les eaux regorgent de petits poissons, certes, mais la végétation aquatique leur offre de multiples occasions de se mettre à l'abri. Et la chasse peut durer des heures. Comme aucun autre massif, les Pyrénées permettent de sentir toute la force et la sérénité de la montagne. La région n'a jamais été très peuplée. Dans cet univers hostile, la culture et l'élevage étaient presque impossibles. Dans le meilleur des cas, ils permettaient tout juste de subsister. Du côté espagnol, les bonnes années, les montagnards construisaient des petits villages qu'ils finissaient régulièrement par abandonner au bout de quelque temps. El Pueblo de los Gatos, le village des chats, n'est pas un village comme les autres. Avec les moineaux, les chats occupent en grande majorité les maisons et les jardins, abandonnés depuis bien longtemps. Pendant la guerre d'Espagne, ces montagnes ont été le théâtre de violents affrontements. Les troupes républicaines qui s'étaient retranchées ici ont été vaincues par leurs adversaires franquistes. La plupart des villageois, partis se réfugier ailleurs, n'est jamais revenu. Les chats, eux, sont restés. Seuls José et Maria, un couple de nonagénaires, vit ici retiré. Ils n'ont pas voulu être filmés, car ils ne se trouvaient plus présentables pour la télévision.
La pierre pointue qui surplombe la cheminée est l'un des endroits préférés des chats. Ils adorent s'y frotter. Elle est censée porter bonheur au village et le protéger du mauvais sort. Chaque année, d'août à début novembre, on peut observer un phénomène naturel remarquable. Le passage des oiseaux migrateurs au-dessus des Pyrénées. Ils empruntent toujours les mêmes itinéraires, de véritables autoroutes qui correspondent au trajet le plus direct vers le sud. Les cols de Lindouche et d'Irati sont particulièrement fréquentés. Les montagnes peu élevées offrent d'excellents points de vue pour l'observation des oiseaux migrateurs. Des pigeons ramiers qui en petits groupes passent ici par milliers, aux immenses nuées de grues cendrées, tous les oiseaux font l'objet d'un comptage minutieux. Chaque automne, ce sont près de 30 000 grues cendrées qui survolent ces vallées pyrénéennes. Les oiseaux ont intérêt à ne pas s'attarder dans ces parages, car sur les pentes, des centaines de chasseurs sont à l'affût. Malgré les protestations des protecteurs des oiseaux, la chasse aux grives et aux palombes est toujours légale. En route pour l'Espagne, des milans royaux en provenance d'Allemagne sont également de passage. Grâce aux données collectées par les scientifiques, on peut savoir année après année comment évoluent les différentes populations d'oiseaux pour mieux les protéger. Le milan royal est un oiseau diurne. Au coucher du soleil, les rapaces regagnent leur dortoir. Les ornithologues, eux, ne terminent leur journée que lorsqu'ils ne distinguent plus aucun voyageur ailé. Jusqu'au dernier rayon de lumière, tout le monde espère assister au spectacle grandiose d'un vol de grues cendrées. Ces oiseaux majestueux se reproduisent dans le centre et le nord de l'Europe. Mais quand la belle saison s'achève, ils gagnent le centre de l'Espagne pour y passer l'hiver. Les grues volent jour et nuit et avancent particulièrement vite quand elles sont poussées par le vent. Leurs cris s'entendent à des kilomètres à travers les montagnes. Mi-octobre, les forêts des Pyrénées se muent en un spectaculaire océan de couleurs. En quelques jours à peine, le vert uniforme des feuillages fait place à une explosion de rouge, de jaune et d'orange.
Les couleurs de l'automne annoncent aussi le début de la pleine saison pour le gypaète barbu. Semblant ignorer la pesanteur, il plane dans les airs. Son territoire s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. En cette saison, il passe une grande partie de la journée à survoler les montagnes à la recherche de nourriture, mais aussi des meilleurs endroits pour faire son nid. Les couleurs des Pyrénées ont toujours attiré les artistes. Sur son chevalet, le peintre José Antonio Yanis immortalise les plus belles vallées et les sommets les plus spectaculaires. Il est l'auteur de centaines de tableaux de paysages. Pour cet amoureux des Pyrénées, la magie de ces montagnes est une source d'inspiration inépuisable. Aux yeux de l'artiste, ce décor grandiose est l'image même d'une nature intacte et préservée. Début octobre, la nature offre un nouveau spectacle, le brame du cerf. À des kilomètres, leur cri si particulier résonne à travers les forêts et les gorges des Pyrénées. De leur voix profonde, les mâles en rut signalent leur désir d'accouplement et s'efforcent de tenir leurs rivaux à distance. Et si cela ne suffit pas, c'est l'affrontement. Presque toute l'année, les biches et leurs petits vivent à l'écart des mâles. Mais pendant le rut, les plus forts des grands mâles cherchent à se constituer un véritable harem. Les cerfs ont un odorat très développé. Les mâles dominants marquent régulièrement leur place de brame de leur urine. Celle-ci contient des phéromones qui indiquent à leurs rivaux qu'ils sont maîtres des lieux et entendent bien le rester. D'un pas fier et décidé, les rivaux avancent côte à côte. Ils essaient de se jauger, de savoir si cela vaut la peine de se battre. Face au mâle dominant, les jeunes n'ont aucune chance. Le puissant cervidé n'entend pas renoncer à une seule de ses femelles sans livrer bataille. Au début de l'automne, le poids des cerfs atteint une bonne centaine de kilos. Ils sont en pleine forme. Pendant la période du rut, ils n'ont pratiquement pas le temps de manger. Les mâles passent leur journée à surveiller leur cheptel. Ils doivent régulièrement ramener des biches fugueuses au bercail, et cela demande aussi beaucoup d'énergie. À la fin de la saison des amours, ils auront perdu 25% de leur poids initial. À pas feutrés,
une ours s'est discrètement approchée. La zone de reproduction des cerfs se trouve sur son itinéraire. Les grands cerfs n'ont rien à craindre. En revanche, elles ne dédaigneraient pas un faon ou une bête blessée ou morte. Cela dit, des chercheurs français et espagnols ont découvert que dans les Pyrénées, les plantigrades sont essentiellement végétariens, avec une préférence pour les fruits sucrés. Mais les cerfs restent sur leur garde. Un ours, c'est un ours. Et il est plus prudent de garder ses distances. L'intruse est peut-être l'un des 5 ours sauvages capturés en Slovénie pour renforcer la petite population de plantigrades présents dans les Pyrénées. Non seulement les nouveaux arrivants introduits en France se sont bien adaptés à leur nouvel habitat, mais on les a aussi aperçus du côté espagnol. L'ours profite des derniers beaux jours de l'automne pour se rassasier encore une fois. Peu avant les premières chutes de neige, elle ira se retirer dans sa tanière pour y passer les mois d'hiver à dormir. Fin octobre, les ornithologues vont quotidiennement observer les gypaètes du parc national d'Ordesa. Tout semble normal, la saison de nidification a déjà commencé. Bien entendu, les observations se font toujours à bonne distance. Le couple a décidé de rester uni pour l'année à venir et espère se reproduire. Cet accouplement, le premier de l'automne, n'est encore qu'une répétition. Les œufs ne seront fécondés que peu avant la ponte. Les gypaètes aiment prendre des bains de boue, ce qui donne à leur plumage nuptial sa belle teinte rouge-orangée. Grâce aux oxydes de fer qu'elle contient, la boue fait office de maquillage. Plus les couleurs sont lumineuses, plus grandes sont les chances de trouver le partenaire idéal. En automne, quand l'effet de faune est particulièrement fort, le ciel est le théâtre d'un spectacle remarquable. Ces ovnis sont en réalité des nuages lenticulaires. Ce sont des nuages stationnaires particulièrement redoutés des pilotes. Leurs courants en font de véritables ascenseurs vers le ciel. Quand arrivent les premières tempêtes d'automne, les Pyrénées se muent soudain en un milieu hostile. Les robustes potiocs bravent sans broncher n'importe quel temps ou presque. Mais même pour eux, la chute des premières feuilles annonce l'approche de l'hiver. Les tempêtes peuvent souffler pendant des jours. Quand les dépressions atlantiques restent accrochées dans les sommets, les nuages envahissent la montagne. La plupart du temps, ils apportent la pluie sur le versant français. Mais du côté espagnol, la moindre goutte d'eau est la bienvenue sur les terres asséchées par l'été. La météo en montagne est particulière. En l'espace de quelques minutes, on peut se retrouver plongé dans un froid glacial, pris dans une tempête, voire de fortes chutes de neige, même en plein été.
Mais même si le ciel paraît parfois bien gris, après la pluie vient le beau temps. Une dernière fois, l'automne se montre sous son plus beau jour. Si la température et l'humidité s'y prêtent, l'automne, c'est aussi la saison des champignons dans les Pyrénées. Les connaisseurs savent où aller, et les amateurs moins éclairés recherchent les précieux filons. Tous les ans, le 3e week-end d'octobre, la place principale de la commune d'Aïnsa accueille une exposition de champignons. On peut y découvrir toutes les espèces de la région, de la minuscule truffe à la veste de loup géante. On peut en profiter pour découvrir des espèces rares, mais aussi apprendre à reconnaître des champignons qu'il vaut mieux laisser sur place. Tous les ans, de bons petits plats empoisonnés par des beautés toxiques envoient de nombreux convives à l'hôpital. Début novembre, l'hiver s'installe peu à peu dans les Pyrénées. Au-dessus de 2000 mètres, tout redevient blanc et un froid glacial envahit les sommets. Il est rare qu'on puisse observer de si près le vol des gypaètes barbus. Avec près de 3 mètres d'envergure, ce sont les rois du vol plané. Au mépris de la gravité, ils glissent dans les airs sans donner un seul coup d'aile. Les 300 grammes de nourriture dont ils ont besoin chaque jour sont difficiles à trouver. Mais tant que le paysage n'est pas recouvert de neige, ils arrivent toujours à dénicher de quoi se rassasier. Inspectant d'un œil acéré les sommets et les parois, les vallées et les gorges, les gypaètes effectuent de véritables vols de reconnaissance à la recherche d'animaux morts. Quand les nuages noirs viennent soudain obscurcir le ciel et que la tempête souffle sur les sommets, la fin du monde semble proche. En quelques heures, les températures chutent en dessous de zéro au cœur même des vallées. L'hiver a commencé. Pendant 4 mois, la vie des montagnes sera placée sous le signe de la neige et de la glace. Bientôt, l'hiver donnera aux Pyrénées un aspect enchanteur, mais il leur réclamera aussi un lourd tribut. Chez les gypaètes, on assiste à un curieux phénomène. Depuis quelques jours, le couple reçoit la visite d'un 2e mâle. Les gypaètes sont monogames, mais on observe fréquemment ce type de ménage à 3. La femelle peut choisir de se reproduire avec le mâle le plus fort, tout en s'accouplant régulièrement avec le second. Elle s'assure ainsi de son aide quand elle sera occupée à couver. Une manière astucieuse d'assurer la survie de sa précieuse progéniture. Depuis quelques années, les montagnes accueillent également un revenant, le loup.
Longtemps haï, il a été exterminé sans merci par les chasseurs et les bergers du siècle dernier. Mais un fait surprenant a changé la donne. Partis du massif du Mercantour dans les Alpes, quelques loups ont traversé le sud de la France, franchi le Rhône et poursuivi leur route jusqu'au massif des Pyrénées. Aujourd'hui, 5 meutes de loups vivent dans les Pyrénées, où elles regagnent peu à peu leurs anciens territoires. Chez les habitants, les avis sont partagés. La peur d'une attaque est encore vive, et les bergers sont inquiets pour leurs bêtes. Et de fait, à la belle saison, il arrive que les loups tuent des moutons parmi les centaines de milliers d'ovins qui pèsent dans les montagnes. Les propriétaires sont alors dédommagés par les autorités. En hiver, les bêtes sont à l'étable. La chasse est une lutte pour la survie. Elle fera également des victimes parmi les loups. Chez les gypaètes, le ménage à trois n'a pas tenu. Le couple initial s'est installé dans le nid géant qu'il a construit au milieu d'une paroi isolée et se relaie pour couver son œuf unique. En cette saison où la plupart des oiseaux préfèrent aller passer l'hiver au soleil, les gypaètes se reproduisent. 2 mois s'écouleront avant que l'œuf n'éclose. Si tout se passe bien, dans l'univers glacé des Pyrénées. On reprend de la hauteur demain, voulez-vous? Deuxième volet de notre série sur les Pyrénées sauvages. Après la saison des couleurs, ce sera la saison du blanc, celle des neiges. Chaque